Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez utiliser également la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos. On poste régulièrement donc des contenus sur les sujets comptables, des sujets de gestion, de paye et de comptabilité de l'immobilier. Je vais basculer au sommaire de notre session d'aujourd'hui. Alors, on va donc reparler de tout l'ensemble des mesures économiques autour du Covid-19, les échéances fiscales, sociales, la suspension de loyer, on va bien sûr sur le fonds de solidarité et sur les aides complémentaires, sur l'indemnité de perte de gains et sur le prêt garanti d'État. On va reparler donc du plan d'urgence, on va parler du plan d'urgence économique pour les cafés, hôtels, restaurants, donc mesures un peu plus récentes. Et Aude finira l'intervention en parlant des mesures sociales, donc tout ce qui est reprise d'activité et chômage partiel. Écoutez, je pense que c'est Nathalie qui démarre. Je te passe la main. Oui, tout à fait. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, on va commencer cette présentation par le lancement de la campagne de déclaration de revenus, puisqu'elle a démarré le 20 avril. Donc, on souhaitait vous rappeler un petit peu les échéances. Donc, vous pouvez les voir qui s'affichent et qui sont différentes en fonction des départements dans lesquels vous vous trouvez. Donc, vous avez jusqu'au jeudi 4 juin pour les départements de 1 à 19, jusqu'au lundi 8 juin pour les départements de 20 à 54 et à partir de 54 et plus jusqu'au jeudi 11 juin. Par contre, il y a une modification importante qui a été apportée cette semaine concernant donc ces échéances à respecter. C'est que si dans votre déclaration de revenus, vous avez des revenus qui sont issus donc de revenus professionnels, donc bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, eh bien il y a un alignement. À ce moment-là, il y a un ajustement et vous avez jusqu'au 30 juin 2020 pour faire ces déclarations-là. Donc, c'est quand même important de prendre ça en compte, sachant que c'est ce qu'on vous avait annoncé précédemment. Les déclarations fiscales, eh bien, on a jusqu'au 30 juin et donc solde de l'impôt sur les sociétés de la même manière jusqu'au 30 juin et la déclaration sociale des indépendants également jusqu'au 30 juin. Alors, petite précision pour le solde d'impôt sur les sociétés, c'est une possibilité. Le service des impôts des entreprises vous encourage, si vous avez pu le déterminer avant et que vous avez la possibilité de payer cet impôt, et bien de le faire d'ores et déjà. Donc voilà, on voulait vous faire quand même un petit rappel de ces échéances-là, sachant que vous avez la possibilité de demander auprès du service des impôts des entreprises de demander des reports de paiement d'échéances fiscales. C'est toujours d'actualité, que ce soit donc impôt sur la société, comme je viens de vous en parler, ou encore taxe sur salaire. On reprécise encore une fois que la TVA n'est pas concernée puisque c'est un impôt qui n'est pas considéré comme direct mais indirect. Et donc, cet impôt-là n'a pas bénéficié de report. Et si vous avez une TVA annuelle, donc qui est déclarée sur la CA12, eh bien, il faudra quand même la télédéclarer et la télépayer, donc début mai. On a fait, enfin en tout cas, l'Ordre des experts comptables a fait plusieurs demandes en ce sens pour que ce soit reporté. Et pour l'instant, il n'y a rien eu. Donc, c'est toujours début mai. Si vous avez des crédits d'impôt, de la même manière, et on vous invite vraiment à faire les demandes de remboursement de crédits d'impôt rapidement, puisque le service des impôts des entreprises s'engage à faire les remboursements dans les plus brefs délais. À partir du moment où on a bien fait la demande de remboursement sur la déclaration 2573 et à cela, on a également télédéclaré la 2069 RCI dans lequel apparaît les crédits d'impôt. Voilà en ce qui concerne les échéances fiscales. Ensuite, sur les échéances sociales, vous avez peut-être déjà reçu, si vous avez le statut de travailleur non salarié, une information de la part donc de l'URSSAF vous précisant que la prochaine échéance du 5 mai ne sera pas prélevée. Comme les précédentes, eh bien, elle sera reportée et lissée
sur les suivantes. Si toutefois, vous souhaitez vous acquitter du paiement, eh bien, vous pouvez tout à fait le faire. Il faut à ce moment-là adresser un message dans votre espace en ligne. Donc, vous avez un onglet sur lequel vous cliquez « Un paiement », connaître les moyens et dates de paiement. Et ensuite, vous pouvez effectuer, donc, vous pouvez demander à faire un virement. Et à ce moment-là, vous avez un retour de la part de l'URSSAF qui vous transmet les coordonnées bancaires sur lesquelles effectuer le virement. Et ça vous permet, si vous le souhaitez, de vous acquitter tout de suite de cette cotisation. Voilà pour les cotisations TNS. Pour les autres cotisations, travailleurs salariés. Alors oui, du coup, bonjour à tous. Concernant les cotisations sociales pour les salariés, donc les mêmes reports que le mois précédent sont reconduits pour ce mois. Donc, c'est-à-dire que pour l'URSSAF, vous allez pouvoir bénéficier d'un report automatique, pas de démarche, simplement prévenir votre gestionnaire de paye que les sommes sur votre DSN dues auprès de l'URSSAF ne doivent pas être prises en compte pour le télépaiement. Concernant la retraite complémentaire, vous avez toujours la possibilité de bénéficier également de ce report. Donc, il faut quand même en faire la demande. Alors, une petite alerte quand même, le gouvernement nous indique, d'ailleurs, vous retrouvez cette information sur le site, les différents sites Agir Carco, donc de retraite complémentaire, que si on n'a pas vraiment de difficultés de trésorerie avérées, on nous incite quand même à régler ces cotisations-là au titre de l'effort et de la solidarité nationale. Concernant la prévoyance, la mutuelle, de façon générale, on conseille de continuer à régler ces cotisations comme habituellement, de façon à ne pas risquer une rupture des garanties octroyées à vos salariés. Néanmoins, certains secteurs d'activité ont quand même prévu des dispositions particulières. C'est le cas notamment des HCR où Clésia et les différents partenaires sociaux représentatifs de branches ont négocié une annulation directement de cotisations prévoyance mutuelle tout en conservant les garanties pour le deuxième trimestre 2020. Et concernant la ProBTP, dans le secteur du bâtiment et le groupe Lourmel également, un petit peu plus dans la métallurgie, il propose de reporter ou d'échelonner également les cotisations de prévoyance et de mutuelle. Voilà un petit peu grosso modo. Je te laisse la parole pour la CCSF. Merci. Alors oui, on voulait quand même vous repréciser ce qu'on n'avait pas fait dernièrement, une possibilité qui s'offre à vous si vous souhaitez obtenir des délais de paiement et de saisir à ce moment-là la commission des chefs de services financiers, donc CCSF. Donc c'est possible et ça s'offre donc à vous en tant que débiteur, artisan, indépendant, donc j'ai remis entreprise individuelle, société ou encore mandataire ad hoc, et cela concerne en fait donc vos impôts, taxes et cotisations sociales, donc à l'exclusion des cotisations salariales et du prélèvement à la source. Il n'y a pas forcément de montant minimum ou maximum. Il faut quand même remplir quelques conditions. C'est qu'il faut quand même être à jour du dépôt des déclarations fiscales et sociales et du prélèvement à la source et ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé. Donc, il faut effectivement en faire la demande donc par courrier auprès du secrétariat permanent de la CCSF, donc qui se trouve dans le département de votre siège social. Il y a un dossier à constituer dans lequel vous devez transmettre à la fois vos derniers bilans, un prévisionnel, un état de vos difficultés financières. Bon, le dossier est quand même simplifié, c'est ce qu'on vous a remis ici. Si votre entreprise a un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros et un effectif inférieur à 9 salariés. Voilà, donc ça, c'est une possibilité pour vous. Suspension des loyers, on a eu quelques questions en ce sens, c'est-à-dire que la suspension des loyers peut être effectuée de plein droit, mais pour une certaine catégorie d'entreprises, les entreprises qui sont éligibles au fonds de solidarité. Alors, le fonds de solidarité, c'est l'aide de 1 500 €. On va reparler ensuite des critères, des conditions pour l'obtenir. Mais en tout cas, si vous rentrez dans ces conditions-là, vous avez le droit de faire la suspension des loyers et factures d'eau et d'électricité. Donc, la demande, elle se fait
par mail. Donc, c'est une suspension, hein, c'est pas une annulation. Donc, ça veut dire que par la suite, eh bien, vous devrez vous acquitter des loyers, mais sans pénalité. On a quand même tenu à vous rappeler que si vous sentez qu'un conflit risque d'arriver, vous pouvez tout à fait demander à ce qu'un médiateur des entreprises intervienne. Donc, une demande peut être formulée, donc c'est en ligne sur un site, et à ce moment-là, il rentre en contact avec vous assez rapidement, au bout de maximum 7 jours, et essaye de trouver un terrain d'entente pour que les choses se passent au mieux. Voilà. Donc c'était ce dont on voulait reparler pour la suspension des loyers. Alors aussi, une petite chose à rajouter tout de même, si vous êtes dans le cas inverse, c'est-à-dire que vous décidez finalement d'abandonner des loyers consentis à des entreprises locataires, hein, donc ça aussi, sachez qu'il y a une loi de finances rectificative qui autorise donc cet abandon de loyer qui sera donc déductible de vos résultats imposables à partir du moment où ils ont bien été consentis pour des entreprises locataires entre la période du 15 avril 2020 et du 31 décembre 2020. Voilà, c'était cela. Alors, on voulait reparler encore une fois du Fonds de solidarité, l'aide de 1 500 € qui a suscité un grand nombre de questions, et revenir un petit peu sur pour qui et quelles sont les conditions, sachant que depuis notre dernière webconférence, il n'y a pas eu d'autres modifications par rapport à ce qu'on a noté. Donc, pour qui? Pour les TPE, artisans, commerçants, professions libérales et SCI à partir du moment où vous avez une activité économique. Donc, par extension, également pour les loueurs en meublé à partir du moment où ils ont bien une activité économique. Hein. Ça reste bien une condition obligatoire. Donc, d'avoir été obligé de fermer son entreprise ou d'avoir un chiffre d'affaires qui a subi une diminution de plus de 50%. Et puis, alors, un certain nombre d'autres conditions viennent en plus. Donc, l'activité doit bien avoir été débutée avant le 1er février 2020, que l'effectif de votre entreprise soit inférieur ou égal à 10 salariés, le chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, votre bénéfice et la rémunération versée aux dirigeants d'entreprise inférieure à 60 000 €. Alors là, il y a eu des petites modifications la dernière fois, c'est-à-dire que maintenant, ces 60 000 € sont à considérer par nombre de dirigeants ou de conjoints collaborateurs. Donc ça, c'était une modification importante. Et ce qu'on entend par rémunération versée, c'est à la fois la rémunération ainsi que les charges sociales, si celles-ci ont bien été déduites du bénéfice imposable. Donc, ne pas avoir perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, donc de plus de 800 €, hein, ce qui équivaut à environ 2 semaines. Ne pas être titulaire d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse. Que la société concernée ne soit pas contrôlée par une autre société commerciale. Donc, la notion de contrôle dépend du pourcentage donc de détention, c'est-à-dire que est considérée comme contrôlée une société qui est contrôlée par une personne physique ou une personne morale qui détient au moins 40% des droits de vote, et qu'aucun autre associé ne détienne un pourcentage supérieur. Et si c'est une holding, alors il faut intégrer l'ensemble des éléments des sociétés détenues. Voilà en ce qui concerne les conditions. Alors, pour en faire la demande, vous allez pouvoir renouveler si vous avez obtenu cette aide-là en mars, ou si vous remplissez ces conditions-là et que vous pensez y prétendre, à partir de demain, hein, pour celle d'avril, puisque ça sera à partir du 1er mai. Donc, vous vous connectez sur votre espace particulier et vous allez dans messagerie sécurisée, donc écrire, donc vous cliquez sur « Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19 ». Une fois que vous avez bien vérifié les conditions remplies, il faut noter les coordonnées bancaires de votre entreprise. Modification qui a été apportée, c'est que maintenant, lorsque vous indiquez votre chiffre d'affaires, la comparaison, vous avez 2 possibilités. Soit vous comparez votre chiffre d'affaires d'avril 2020 à celui d'avril 2019, soit vous comparez votre chiffre d'affaires d'avril 2020
au chiffre d'affaires moyen mensuel de 2019. Petite précision, donc vous pouvez également faire plusieurs demandes si vous êtes dirigeant de plusieurs entreprises sans lien capitalistique, bien sûr. Je reviens rapidement sur la notion de chiffre d'affaires. Je précise au passage qu'il s'agit du chiffre d'affaires facturé, sauf si vous êtes BNC, auquel cas, ça sera le chiffre d'affaires encaissé. Peu importe du nombre de dirigeants, une seule demande possible par entreprise. Et une question qui nous a été posée la semaine dernière, raison pour laquelle on a rajouté ce point-là, cette aide est défiscalisée. Ça veut dire que dans le traitement comptable de votre entreprise, elle sera comptabilisée en subvention d'exploitation. Par contre, il y aura une loi de finances rectificative pour bien indiquer que nous, on la retraitera du résultat fiscal pour pas qu'elle soit inclue dans les revenus imposables. Voilà en ce qui concerne cette aide de 1 500 €. Alors, une aide complémentaire de 2 000 € dans certains cas. Donc, si vous avez été éligible donc à l'aide de 1 500 €, vous pouvez demander une autre aide à partir du moment où vous employez au moins un salarié en CDI ou en CDD et que vous avez un justificatif de refus bancaire pour un PGE. Jusqu'à présent, l'aide de fonds de solidarité, aucun justificatif n'est demandé. Pour celle-ci, c'est différent. Il faudra bien fournir un justificatif et donc vous êtes dans le cas de l'impossibilité de régler les créances exigibles à 30 jours. Alors cette aide, elle varie en fonction de votre chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos. Donc, si votre chiffre d'affaires était inférieur donc à 200 000 €, l'aide est de 2 000 €. Si votre chiffre d'affaires est entre 200 000 € et 600 000 €, l'aide est de 3 500 €. Et si par contre le chiffre d'affaires dépasse 600 000 €, alors l'aide est de 5 000 €. Voilà en ce qui concerne l'aide complémentaire. Ensuite, il y a également l'aide pour perte de gain. Vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs reçue si vous êtes TNS et que vous relevez du régime de retraite des artisans et commerçants, puisque cette aide-là, elle est versée automatiquement pour vous. Alors, les conditions, c'était d'être en activité au 15 mars 2020 et d'être immatriculé avant le 1er janvier 2019. Il fallait avoir fait au moins une déclaration, déclarer une rémunération ou des dividendes au titre de l'année 2018. Elle peut aller jusqu'à 1 250 €. Alors, on précise bien que cette aide, elle est pour le dirigeant, contrairement à l'aide de 1 500 € qui, elle, est bien pour l'entreprise. Donc, elle est quand même versée sur le compte professionnel, mais elle vous revient à vous en tant que dirigeant. Donc ensuite, eh bien, vous pouvez vous la reverser. Elle est bien exonérée d'impôts sur le revenu et de charges sociales. Voilà, en ce qui concerne les indemnités et les aides. Alors, avant de poursuivre sur le PGE, si vous n'avez pas eu la possibilité d'avoir l'aide de 1 500 € qui est cumulable avec l'aide de 1 250 €, vous pouvez également faire une demande auprès de l'URSSAF. Donc, c'est une demande financière exceptionnelle. Donc, il y a plusieurs conditions. Alors, une demande pour qu'il y ait une prise en charge de cotisation, parce que vous êtes en difficulté. Donc, les conditions, c'est d'avoir effectué au moins un versement de cotisation depuis votre installation, d'être affilié avant le 1er janvier 2020 et d'être impacté de manière significative. Donc là, il y a un formulaire à remplir sur le site de la SSI et ensuite, eh bien, en fonction de votre demande, elle sera examinée et les décisions donc varient ensuite en fonction de votre situation. Voilà. Je me permets juste de te couper, excuse-moi. Une question que je trouvais pertinente, l'indemnité pour perte de gain est-elle ponctuelle ou mensuelle? C'est une question de Carole. Alors, pour l'instant, il est simplement indiqué qu'elle a été versée là.
elle n'a pas été indiqué qu'elle sera de nouveau reversée. Donc, à considérer que pour l'instant, elle est ponctuelle. Ok. Alors, pour poursuivre, donc le prêt garanti par l'État. Alors c'est vrai que c'est quand même une opportunité, ça reste quand même un prêt, vous êtes dans l'obligation de rembourser, mais ça permet également d'avoir un vrai bouffée d'oxygène au niveau de votre trésorerie, et donc il faut vraiment pas hésiter à en faire la demande, parce que les caractéristiques sont quand même très intéressantes. Donc parce qu'elle s'offre à vous en tant qu'entrepreneur, et donc elle est ce prêt est possible pour toute entreprise, quelle que soit la taille, l'activité, le statut. C'est ce qu'on a mis, hormis l'exclusion des SCI, établissements de crédit, sociétés de financement. Là, c'est exclu d'office. Mais pour le reste, vous pouvez vraiment en faire une demande, parce qu'aucune garantie ne vous sera demandée à titre personnel, puisqu'il est garanti par l'État à hauteur de 90%. Par contre, ça reste quand même un PGE qui dépend et qui, c'est pas qu'ils dépendent, mais c'est que vous devez quand même vous rapprocher de votre banque pour en faire la demande. Donc, elle a le droit, effectivement, de refuser. Donc, c'est ce qu'on a vu avant, d'avoir, par exemple, des aides en fonction des refus, mais c'est examiné en fonction des justificatifs que vous transmettez. Alors, on en a quand même instruit un bon nombre, et pour l'instant, on a eu beaucoup de retours positifs, et les financements ont été versés assez rapidement. Alors, vous pouvez demander jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires, et si vous êtes entreprise nouvelle ou innovante, eh bien, le calcul se fait sur le montant de votre masse salariale. Donc, on prend la masse salariale moyenne qu'on multiplie par 24 mois. Alors, les caractéristiques, aucun remboursement exigé la première année, et ensuite, commencent les remboursements. Alors, vous pouvez effectivement avoir un remboursement anticipé, ça dépend des clauses que vous aurez mis dans votre contrat, et puis faire varier en fonction de la durée. Alors, le coût de la garantie, alors elle va varier entre 0,25% et 2% en fonction de la taille. À cela, on va ajouter un taux d'intérêt qui sera une négociation entre vous et la banque. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il n'y a également aucun frais de dossier. Donc, alors, il n'y a pas non plus de précipitation, puisque les PGE sont accessibles jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà. J'avais parlé la semaine dernière des prêts rebonds full digital. Donc, ceux-là, ils commencent à être déployés région par région. C'est la BPI avec le conseil régional. Donc ensuite, c'est pareil. Ce sont des prêts, mais avec des montants plus faibles. Et en théorie, on devrait bientôt y avoir accès. Voilà, j'ai presque fait le tour. Il me reste juste à parler avec Aude. On voulait revenir sur le plan d'urgence économique hôtel, café, restaurant, et également entreprises du secteur du tourisme, de l'événementiel, du sport et de la culture, parce que c'est un secteur qui est fortement impacté par la situation actuelle. Alors, des annonces, c'est juste un communiqué de presse et des annonces qui ont été formulées, mais pour l'instant, rien n'a été voté. Ce qui a été en tout cas indiqué, c'est que pour ces entreprises-là, alors peut-être que vous êtes concernés, c'est que le fonds de solidarité, eh bien, il ira au-delà du mois de mai et sera élargi au niveau des conditions. Ce n'est plus inférieur à 10 salariés, mais inférieur à 20 salariés. Ce n'est plus un chiffre d'affaires inférieur à 1 million, mais inférieur à 2 millions de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, ça va englober un petit peu plus d'entreprises, donc c'est intéressant. Et pour l'aide complémentaire qui peut aller jusqu'à 5 000 euros, eh bien, pour ces entreprises, ça pourrait aller jusqu'à 10 000 euros. Mais pour l'instant, ce sont que des annonces, donc difficile de vous en dire beaucoup plus. Il a également été avancé des exonérations de cotisations sociales qui s'appliqueraient aux TPE et aux PME, et ces exonérations seront automatiquement, que vous ayez acquitté ou non vos cotisations.
Il y aura également des reports ou remises partielles de cotisations foncières des entreprises et des annulations à prévoir de loyers et de redevances d'occupation de domaines publics dus aux bailleurs nationaux. Donc voilà. Également, un maintien de l'activité partielle. Et là, je vais laisser Aude reprendre la parole. Merci. Aude, tu n'as pas ouvert ton micro? Merci Nathalie pour cette précision importante. Effectivement, donc moi je voulais parler un petit peu de reprise d'activité parce que comme vous le savez, le déconfinement en fait progressif, très progressif, va commencer dès le 11 mai prochain. Alors, la règle de base, c'est que le télétravail doit rester privilégié dans toutes les entreprises qui le peuvent. Certains commerces pourront réouvrir, mais devront respecter des mesures de sécurité. Donc, attention aux obligations à respecter en termes de protection des salariés et d'accueil du public. Alors, ce qui me paraissait important, c'est de vous donner le lien qui a été mis en place par le ministère du Travail, puisque de nombreux guides, un petit peu à l'image du guide qui a été fait pour le bâtiment et travaux publics, qui sont des guides par activité, où vont identifier les conduites à risque, donc le contact avec le public et les contacts, les interactions qu'il peut y avoir entre les différents salariés d'une même entreprise. C'est vraiment adapté, donc je crois qu'il y a à peu près 34 documents qui ont été sur différentes activités qui ont été réalisés. Donc, je vous invite vraiment à consulter ce lien, à regarder un peu ce qui est prévu pour pouvoir vous-même vous projeter dans cette reprise d'activité et savoir si vous êtes en mesure de mettre ou pas en place ces mesures sécuritaires. Bien évidemment, si vous n'êtes pas en mesure de mettre en place ces mesures-là, vous pourrez continuer à bénéficier de l'activité partielle, puisque bien évidemment, on ne va pas vous obliger à réouvrir et à refonctionner comme vous le faisiez avant si vous ne disposez pas des moyens pour mettre en œuvre toutes ces préconisations. Ces préconisations sont vraiment très importantes. Elles font d'ores et déjà l'objet de conflits avec les salariés. On en avait parlé dans les premiers webinars, dans des situations que j'ai pu avoir auprès de certains clients de droit de retrait, en fait, de salariés qui devaient continuer à travailler et qui estimaient que l'employeur n'avait pas mis en place les mesures visant à garantir leur sécurité. Alors, attention, bien évidemment, un salarié ne peut pas user de ce droit de retrait comme il l'entend. Le droit de retrait, ça consiste quand même à ne pas venir travailler au tort de son employeur et du coup d'attendre un maintien de salaire. Le droit de retrait, c'est une disposition protectrice du Code du travail qui, pour les salariés qui sont en situation de danger, peuvent se retirer directement. C'est quand même une situation qui peut vous arriver si vous n'avez pas mis en place les mesures de sécurité. Donc, consultez bien ces guides-là au préalable, voilà, pour ne pas vous exposer à ce risque de droit de retrait, ou en tout cas, si un salarié décide d'user de ce droit-là, que vous puissiez avoir les armes, entre guillemets, pour vous défendre. Donc, les risques encourus, c'est ce droit de retrait, mais également si un salarié venait à être contaminé du fait de son activité professionnelle, donc il pourrait invoquer qu'il a contracté le Covid-19 au sein de son emploi. Donc là aussi, ça pourrait être un objet de conflit. Donc, attention à respecter ces consignes. Je vous ai également mis un lien sur le site du gouvernement. Donc, c'est Info Entreprise Covid-19 sur économie.gouv. Vous avez des informations qui sont régulièrement mises à jour. Et c'est un lien qui vous permet de savoir où commander vos équipements de protection individuelle. Si vous avez besoin de masques ou de gel hydroalcoolique, voilà, vous pouvez directement vous connecter sur ce site. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire. Alors, c'est vrai que je vous en parle de façon assez généraliste. Il faut vraiment consulter ces fiches. Voilà. Merci Régis, si tu peux passer à la slide suivante parce que je vais réaborder le sujet de l'activité partielle. Alors, l'activité partielle, on l'a bien évidemment abordé au cours des différents webinars. Je ne vais pas revenir sur tout le détail, mais vous apporter un petit peu quelques nouveautés sur le sujet.
Donc déjà, pour refixer un petit peu le cadre, donc c'est un dispositif dont les conditions ont été élargies pendant cet état d'urgence sanitaire par rapport à cette crise que l'on subit de plein fouet. Donc les conditions élargies, ça veut dire que c'est élargi à plus de personnes, plus de salariés peuvent être éligibles à l'activité partielle. Le dispositif a été un petit peu simplifié dans la mesure où c'est plus rapide pour être indemnisé. Alors, on va y revenir parce que ça n'a pas été le cas au début, mais parce que le site internet de l'activité partielle n'était pas dimensionné pour avoir autant de demandes d'un seul coup. Et bien évidemment, évidemment ou pas, en tout cas, l'activité partielle était prévue pour une durée maximum de 6 mois. Elle a été élargie à 12 mois. Parce que bien évidemment, le gouvernement, par contre, a pensé, a bien réfléchi au fait que même s'il y a reprise de l'activité dans les mois à venir, cette reprise va s'échelonner dans le temps. Il ne va pas forcément pouvoir être complètement effective dans les mois à venir. Donc, information importante, donc fin des arrêts de travail dérogatoires. Les arrêts de travail dérogatoires, c'est des arrêts de travail qui ne sont pas réellement des arrêts de travail, donc c'est-à-dire les arrêts dont ont pu bénéficier les salariés, les mandataires sociaux, les TNS, donc pour garder les enfants qui sont privés d'école, et les arrêts dits pour personnes fragiles, pour les personnes salariées mandataires qui ont des pathologies qui ne leur permettent pas de continuer à travailler au risque d'attraper le Covid-19. Donc, ces arrêts de travail dérogatoires sont indemnisés par la sécurité sociale jusqu'à présent. Comme au niveau de la sécurité sociale, il y a des budgets très importants et je pense qu'il y a ça a été un petit peu sous-estimé la quantité d'arrêts dérogatoires, puisque normalement, il était mis en place uniquement pour les salariés qui ne pouvaient pas télétravailler. Et je pense quand même qu'il y a beaucoup de salariés, même en télétravail, qui ont quand même bénéficié de ces arrêts-là, parce qu'effectivement, on peut tout à fait comprendre que garder des enfants en bas âge et télétravailler peut être un peu complexe. Donc, c'est vrai qu'initialement, il était quand même prévu qu'il y ait une sorte d'effort national, une sorte de solidarité nationale où, effectivement, on va comprendre que les salariés avec des enfants en bas âge ne vont pas pouvoir travailler complètement, mais doivent quand même tenter de le faire si possible. Maintenant, il y a eu tellement d'arrêts que la CPM a dit stop et que du coup, le ministère du Travail a décidé de passer en activité partielle ces arrêts de travail dérogatoires pour les salariés, donc à compter du 1er mai. Alors, la vraie question, c'est quid des mandataires sociaux et des TNS qui, eux, ne bénéficient pas de l'activité partielle. Donc, eux, bien évidemment, pourront continuer à bénéficier de ces arrêts de travail dérogatoires. Alors, en ce qui concerne la garde d'enfants, attention, parce que les écoles sont fermées jusqu'au 11 mai seulement. Une réouverture est prévue. Alors, on ne connaît pas aujourd'hui les conditions précises et puis je pense que d'une école à l'autre, ça risque de changer. On attend quand même un décret qui va nous donner des précisions parce que si l'école permet une réouverture mais avec un accueil des enfants partiel, sans cantine par exemple, est-ce qu'on va quand même pouvoir bénéficier de ces arrêts dérogatoires? Et puis l'autre question, c'est si vous refusez en tant que parent de déposer votre enfant à l'école parce que pour différentes raisons organisationnelles ou par rapport à des conditions sanitaires, est-ce que vous allez quand même pouvoir bénéficier de ces arrêts? Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Donc, c'est vraiment un peu les deux questions qui reviennent. Concernant les arrêts pour personnes fragiles, vous ne pourrez plus les faire vous-même. Il faudra vraiment cette fois-ci se rapprocher du médecin traitant qui, lui, bien évidemment, pourra vous arrêter. Alors, sauf si vous êtes en ALD, donc affection de longue durée, où là, vous pouvez continuer à faire cette démarche d'arrêt personnes fragiles seul, directement en ligne sur le site Amélie. Alors, petite précision pour les entreprises qui n'étaient pas encore passées en chômage partiel, mais qui ont des salariés ou un salarié en arrêt de travail pour garde d'enfants ou personnes fragiles. Alors, bien évidemment, eux vont devoir monter un dossier de chômage partiel. Ils ont 30 jours pour le faire, pour pouvoir bénéficier de cette aide-là. Un point un petit peu important aussi sur le calcul des indemnités, on a eu de nombreux revirements du ministère du Travail sur le calcul des indemnités d'activité partielle. Alors, je ne vous cache pas que ça a généré de grosses difficultés pour nos équipes paye RH en interne, pour toutes les entités du groupe.
puisque nous-mêmes, on a une obligation de vous garantir un calcul correct. C'est important à la fois pour le salarié, pour qu'il puisse avoir l'indemnité qui lui est due, mais aussi pour que vous vous fassiez rembourser par l'ASP dans les taux qui sont prévus. Alors, aujourd'hui, c'est chose faite. On a encore quelques interrogations voilà, par rapport à des disparités entre le Code du travail qui nous dit de prendre comme référence le congé payé et les nouvelles directives du ministère du Travail, qui ne sont ni des lois ni des décrets, qui sont des simples directives qui nous disent de prendre en compte le taux horaire et 1/12 des commissions perçues. Donc là, on a tranché sur des méthodes pour être au plus proche, en tout cas, du Code du travail, mais répondre également à ces précisions ministérielles. Concernant les 39 heures, donc les entreprises qui pratiquent des durées du travail au-delà de 35 heures, là aussi, il y a eu un peu un gros imbroglio puis quelques disparités entre les salariés de différents secteurs d'activité, puisque d'un côté, on a été légiféré des dispositions propres au transport routier, donc avec les heures d'équivalence, donc avec une prise en compte des heures au-delà de 35 heures, mais quid de l'hôtellerie, café, restaurant, quid des entreprises de bâtiment, puisque d'autres secteurs d'activité ont beaucoup de pratiques de durée du travail supérieure à 35 heures. Donc là, dernièrement, par voie d'ordonnance, a été tranché le fait de pouvoir inclure ces heures supplémentaires dans le calcul, mais sous condition, puisqu'il faut avoir un accord de branche ou un accord d'entreprise qui prévoit une durée collective à 39 heures. Donc, ça va être le cas de DHCR, donc hôtel, café, restaurant et du bâtiment, mais malheureusement, de nombreux accords de branche sont dorénavant prévus des durées du travail à 35 heures. Alors, malheureusement, en tout cas pour la situation actuelle. Si vous avez aussi peut-être un accord d'entreprise interne, auquel cas vous pouvez tenir compte de ces heures supplémentaires, ou des conventions individuelles de forfait en heures. Donc, c'est un petit peu des forfaits heures qui incluent un volume d'heures supplémentaires à l'année. Vous pouvez en bénéficier de cette prise en compte, mais pour les autres, il n'y a pas de prise en compte des heures supplémentaires. C'est-à-dire, si vous avez un contrat de travail à 39 heures, mais pas d'accord collectif, rien du tout autour, vous ne pouvez pas tenir compte de ces 39 heures. Donc, bien évidemment, ça crée des petites disparités entre les salariés. On attend quand même des précisions à l'avenir sur le sujet, mais ça nous a quand même posé problème. Donc, une nouvelle limitation des exonérations, puisque dans un premier temps, on nous avait dit qu'on pouvait exonérer les maintiens complémentaires, c'est-à-dire que pour les entreprises qui veulent garantir 100% du net à leurs salariés qui veulent verser un complément, on vous avait dit pas de souci, on peut exonérer cette partie-là. Et maintenant, on revient dessus avec une limitation. Si on verse des indemnités complémentaires, la totalité ne doit pas dépasser 3,15 SMIC, donc à compter du 1er mai. Bien évidemment, nos équipes s'assureront de respecter ce delta. Donc, si vous avez décidé de maintenir vos salariés à 100%, voilà, rapprochez-vous bien de votre gestionnaire de paye pour bien savoir s'il y a des impacts au niveau social pour vous, parce que c'est important que vous connaissiez le coût que ça peut avoir. Au niveau des prévoyances et des retraites complémentaires, là aussi, un petit imbroglio entre les assureurs d'un côté qui voient un petit peu la perte de gains sur les cotisations, puisque initialement, les cotisations de prévoyance et de retraite supplémentaires ne sont pas… Alors, il y a une erreur sur la slide, ce n'est pas complémentaire, mais c'est supplémentaire. Donc, ne sont pas prélevés sur les indemnités de chômage partiel, mais uniquement sur le salaire, je dirais, de base. Sauf que, voilà, si regardez quand même dans votre contrat de prévoyance ou de retraite supplémentaire, pour quand même bien vérifier cette information, est-ce que vos cotisations doivent être calculées sur du salaire ou sur un brut fiscal? Si votre contrat de prévoyance ou de retraite supplémentaire parle de brut fiscal, dans ces cas-là, les indemnités d'activité partielle, comme elles rentrent dans le brut fiscal, doivent bien être prises en compte dans l'assiette de cotisation de la prévoyance et de la retraite supplémentaire. Si par contre, il est précisé dans votre contrat que l'assiette de cotisation est sur le salaire, sachant que les indemnités d'activité partielle ne sont pas du salaire en soi, mais des revenus de remplacement, dans ces cas-là,
l'assureur ne peut pas vous réclamer des cotisations. Donc, faites attention, regardez bien votre contrat parce que les assureurs envoient directement des relances aux entreprises. On a vu certains courriers passer, sauf que ce n'est pas forcément juste. Il faut vraiment vérifier dans votre contrat. On espère quand même que le gouvernement peut-être tranchera aussi sur la question parce que ça ne nous paraît pas forcément logique de réclamer des cotisations à des entreprises qui sont déjà en grave difficulté économique. Mais bon, ça, après, c'est une histoire d'appréciation logique. Alors, et puis le dernier point que je voulais aborder avec vous, donc c'est le délai d'indemnisation de 12 jours. Alors, pour vous rappeler un petit peu le cheminement, on a du coup fait des demandes de chômage partiel donc pour tous nos clients, donc des demandes qui ont mis beaucoup de temps à être acceptées et validées. On est à un quasi 100% aujourd'hui d'acceptation. On a eu 0 refus, mais on a eu quelques dossiers bloqués, mais en tout cas, tous les dossiers envoyés ont été acceptés. Donc, on est très content, mais ça a été vraiment très long, très laborieux. Parce que le site de l'activité partielle n'était absolument pas dimensionné pour recevoir autant de demandes. Donc voilà, nos équipes ont été vraiment très, très mobilisées pour passer ces demandes. Maintenant, pour que vous puissiez vous toucher votre indemnisation, il faut bien sûr passer par l'étape calcul du bulletin et calcul de ce fameux taux. Parce que bien évidemment, pour vous faire rembourser, il faut qu'on puisse déclarer un taux. Et ce taux, nous le calculons avec les bulletins de salaire. Donc, en tenant compte, bien évidemment, de tous ces revirements de situation. Et ces demandes vont être faites directement après l'établissement des bulletins de salaire. Donc, pour le mois prochain, ce sera quand même beaucoup plus fluide et plus rapide puisque ces calculs sont déjà effectués. Mais sachez quand même que les équipes sont très, très, très mobilisées actuellement pour à la fois calculer les bulletins de salaire et envoyer directement les demandes dans la foulée pour que vous soyez remboursés au plus vite, puisque c'est un peu le nerf de la guerre, on en a bien conscience. Voilà, merci à tous pour votre attention. C'est un petit peu court, le sujet est très vaste et voilà, peut-être à bientôt pour un prochain webinaire sur ce sujet bien particulier qu'est l'activité partielle. On avait une peut-être plus pour Nathalie. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'aide fournie par des assurances. C'est une remarque de François sur le chat. Ah oui, oui, c'est une bonne. Alors, je suis désolée, je n'arrive pas à répondre aux questions. Je ne les vois pas. Donc, quelques soucis techniques aussi. Un petit souci technique. Alors, en ce qui concerne les assurances, c'est vrai qu'on en avait parlé au démarrage en se disant, bon, est-ce que ça va être pris comme surtout pour les conditions de perte d'exploitation, etc. Manifestement, pour l'instant, il n'y a rien. En tout cas, ils ont bien freiné des 4 fers puisque c'était pas inclus dans les conditions générales de vente. Par contre, il y a quand même un bon nombre de compagnies d'assurance qui ont commencé à revenir vers les entreprises et qui ont communiqué en ce sens. C'est que en fonction des situations dans lesquelles vous vous trouvez, elles vont proposer soit un gel, soit une remise, soit carrément une annulation de certains prélèvements à certaines périodes. Voilà. Donc, c'est en tout cas des propositions que l'on voit de certaines compagnies. Donc, ça reste quand même ça dépend vraiment de la compagnie d'assurance et ça ne sera que sur les cotisations qui ont été prélevées. Est-ce qu'il y aura effectivement 3 possibilités? Est-ce qu'elles sont gelées? Est-ce qu'il y a une remise totale ou partielle? À voir. Donc, interrogez-les, demandez si en tout cas vous n'avez rien reçu, peut-être faire la démarche en disant est-ce que vous comptez faire quelque chose parce que plusieurs compagnies ont déjà fait. Ça peut faire bouger peut-être. Exactement. Ok, très bien. Merci beaucoup Nathalie, merci Aude. Merci également à Loïc et Nathalie que vous n'avez pas vu mais qui étaient là sur le chat. Je vois peut-être une dernière question qu'on peut prendre avant de clôturer. Une autre question de Carole qui nous parlait des suspensions de cotisation assurance concernent-elles la responsabilité civile entreprise?
Alors là, bah, c'est pareil. Je pense qu'il faut interroger son assurance. On ne sait pas trop sur quelle cotisation ça pourrait effectivement être répercuté, hein, sur la remise sur quelle cotisation. Encore une fois, moi je vous invite à voir avec eux ce qu'ils peuvent vous proposer. C'est pas exclu si l'entreprise quelque part a été obligée d'être fermée. Faut voir, faut les interroger. Ouais, c'est intéressant. On a Anthony sur le chat qui nous disait que son assureur, pour le coup, lui a annoncé hier une annulation de 3 mois de ses cotisations. Voilà. Mais alors professionnel, ça peut faire partie des gestes. Exactement, exactement. En tout cas, ils commencent à aller dans ce sens. Et les grandes compagnies commencent à aller dans ce sens. Donc bon, c'est une belle démarche quand même. C'est bien. Très bien, on va clôturer sur ces belles paroles. Je vous invite, pour creuser différents sujets qu'on a pu évoquer, je vous renvoie également vers les liens que vous allez recevoir par email si vous êtes en live. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à consulter la description de la vidéo, vous retrouverez ces mêmes liens. Sur ce, on vous souhaite un excellent week-end. On vous dit à bientôt, portez-vous bien. Merci à tous, au revoir. Merci, bon week-end. Merci, au revoir, bon week-end, au revoir.